Mon fils m'a interdit d'entrer dans sa maison. J'ai souri en sortant mes propres clés. Je me souviens encore de ce matin-là, comme si chaque détail avait été gravé dans ma mémoire par une main invisible. Le ciel était gris, un de ces ciels parisiens lourds qui semblent peser sur les épaules. J'avais pris le bus jusqu'au quartier résidentiel, où vit mon fils, pensant lui faire une surprise. J'avais préparé un petit panier avec une tarte aux pommes, encore tiède, comme celle qu'il aimait quand il était enfant. J'étais fière de moi, heureuse à l'idée de le voir ouvrir la porte, de sentir l'odeur de la cannelle, lui rappeler ses dimanches d'enfance. Je suis restée quelques secondes devant le portail, caressant le métal froid de la grille. La maison était belle, moderne, tout en ligne droite et en baie vitrée. Une maison qui reflétait parfaitement la réussite de mon fils. J'ai sonné, doucement d'abord, puis un peu plus fort, car je croyais qu'il n'avait pas entendu. À travers la vitre, j'ai aperçu son ombre s'approcher. Mon cœur battait comme celui d'une jeune fille. Mais la porte ne s'est pas ouverte. Au lieu de cela, il a entrouvert la fenêtre du salon, et sa voix a claqué, dure, étrangère. « Tu n'as rien à faire ici, maman. » Je suis restée figée, le panier entre mes mains tremblantes. « Comment ça? Rien à faire ici? Je venais juste te voir, te porter une tarte, te dire bonjour. » Son regard était fermé, glacial. Il n'avait pas le visage de mon fils, mais celui d'un homme décidé à tracer une frontière. « Je t'ai déjà dit que ce n'était plus ta maison. Tu ne viens pas ici sans prévenir. Et aujourd'hui, je ne veux pas que tu entres. » Ces mots ont résonné comme une gifle. Mes jambes se sont mises à flageoler. Pendant une seconde, j'ai cru que j'allais lâcher le panier sur le gravier. Il y a eu un silence lourd. Puis, lentement, j'ai senti un sourire s'étirer sur mon visage. Pas un sourire de joie, non. Un sourire étrange, presque ironique. J'ai glissé ma main dans la poche de mon manteau et j'en ai sorti un trousseau de clés. Elles tintaient légèrement, familièrement. Je les ai levées devant moi, juste assez pour qu'il les voie. « Vraiment? Tu crois que je n'ai plus ma place ici? Alors dis-moi, pourquoi ai-je encore ces clés? » Son visage s'est crispé. Il n'a rien répondu, mais je l'ai vu serrer la mâchoire, détourner les yeux, comme pour échapper à l'évidence. Moi, je suis restée là, figée dans cette confrontation absurde entre une mère et son propre fils. Derrière moi, une voisine promenait son chien et s'est arrêtée un instant, surprise par la scène. J'ai senti le rouge me monter aux joues, la honte brûler ma peau. J'aurais pu forcer le pas, ouvrir la porte, entrer comme si de rien n'était. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis contentée de serrer ses clés dans ma main, comme si elles étaient le dernier lien tangible entre lui et moi. Alors j'ai dit, d'une voix basse mais ferme, « Tu as peut-être oublié, mon fils, mais cette maison ne raconte pas seulement ton histoire, elle raconte aussi la mienne. » Et j'ai tourné les talons, le panier serré contre ma poitrine, mes clés tintant au rythme de mes pas. Je marchais lentement, mais en moi tout bouillonnait. Les souvenirs s'entrechoquaient. Le jour où nous avions signé les papiers, les travaux auxquels j'avais contribué, les week-ends passés ici à planter des rosiers, à vernir les volets. J'avais mis tant de moi dans ces murs, et aujourd'hui, on m'interdisait d'y entrer. Je sentais encore dans mes oreilles la brutalité de ces mots. « Tu n'as rien à faire ici. » C'était plus qu'un refus. C'était une négation de tout ce que j'avais donné, de tout ce que j'avais été pour lui. Une mère réduite au silence devant sa propre chair. Je suis rentrée chez moi le cœur lourd, le panier intact, comme une offrande refusée. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait « Ce n'est pas fini », car ces clés que j'avais sorties, elles n'étaient pas anodines. Elles portaient en elles un secret que mon fils semblait avoir oublié, ou qu'il préférait ignorer. Et ce secret, tôt ou tard,
allait refaire surface. Je me suis réveillée le lendemain avec cette sensation de pierre au creux de la poitrine. Le genre de poids qui empêche de respirer normalement. Toute la nuit, j'avais tourné et retourné ces phrases dans ma tête, comme un écho cruel. Tu n'as rien à faire ici. J'ai préparé mon café, assise dans ma petite cuisine aux carreaux un peu ébréchés. Le silence de mon appartement contrastait avec les rires d'autrefois, quand mon fils venait déjeuner avec moi, quand il apportait une bouteille de vin et que je sortais mon vieux service à dessert. C'était comme si une autre vie m'avait été confisquée. Le téléphone a sonné. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était lui, qu'il allait s'excuser. Mais non, c'était ma belle-fille. Sa voix était sèche, presque mécanique. « Bonjour. Je voulais juste préciser que, s'il te plaît, évite de passer à la maison sans prévenir. Tu comprends? Avec les enfants, les obligations. Ça dérange. » J'ai serré le combiné, mes doigts blanchissants. « Ce n'est pas seulement ta maison, ma fille. Tu sembles l'oublier. » Un petit rire nerveux a traversé la ligne, comme une gifle invisible. « Excuse-moi, mais... Si, c'est bien notre maison. Tu n'as plus rien à y voir. » Et elle a raccroché. Je suis restée plantée là, le combiné contre mon oreille, alors que la tonalité monotone résonnait. Les mots me brûlaient saoulaient la gorge. Tout à coup, j'ai eu envie de sortir, de marcher vite, de respirer ailleurs que dans cet appartement trop étroit. Mes pas m'ont porté presque instinctivement vers le quartier de mon fils. Les rues pavées, les haies bien taillées, les façades blanches. Tout respirait une vie ordonnée, confortable, une vie dont j'étais désormais exclue. Quand je suis arrivée devant la maison, je me suis arrêtée net. Par la grande baie vitrée du salon, j'ai aperçu mes petits-enfants. Ils jouaient sur le tapis, entourés de jouets colorés. Ma belle-fille riait avec eux. Mon fils, assis sur le canapé, levait les yeux de temps à autre de son ordinateur pour les regarder. C'était une scène de bonheur, mais sans moi, comme si j'avais été effacée de la photo. Je n'ai pas osé sonner. Mes clés brûlaient dans ma poche, lourdes comme un fardeau. Je suis restée ainsi, derrière la grille, invisible, jusqu'à ce que la voisine que j'avais déjà croisée la veille me remarque. Elle s'est approchée, son chien tirant sur la laisse. « Madame, tout va bien ?» J'ai souri, de ce sourire un peu cassé que l'on fait pour sauver les apparences. « Oui, oui. Je regardais juste les rosiers. C'est moi qui les ai plantés, autrefois. » Elle a hoché la tête, polie, mais son regard disait autre chose. La pitié. Je l'ai senti, acide, me couler dans le cœur. De retour chez moi, j'ai ouvert un vieux tiroir où j'avais conservé des dossiers. J'ai ressorti des papiers jaunis, des contrats, des factures, et parmi eux, les documents de l'achat de la maison. Mon nom apparaissait noir sur blanc, à côté de celui de mon fils. C'était moi qui avais payé l'apport initial, moi qui avais négocié avec la banque, moi qui avais signé les premiers chèques des entrepreneurs. J'ai caressé ces feuilles comme on caresse une relique. Ce n'était pas de l'orgueil, non. C'était une vérité qu'il tentait pas d'effacer. Mais plus les jours passaient, plus la situation empirait. Quand j'appelais pour parler à mes petits-enfants, ma belle-fille répondait que ce n'était pas le bon moment. Quand j'envoyais des messages, ils restaient sans réponse. Et un dimanche, je me suis présentée devant la maison avec un cadeau pour l'anniversaire de ma petite fille. On m'a laissé sur le pas de la porte. Je tenais le paquet emballé dans un papier rose, décoré de petits papillons. Ma petite fille est apparue dans le couloir, ses yeux s'éclairant en me voyant. Mais mon fils s'est interposé. « Maman, je t'ai dit de ne pas venir. Tu comprends pas ?» J'ai murmuré. « Mais c'est son anniversaire. Laisse-moi au moins lui donner son cadeau. » Il a secoué la tête, implacable.
Non, ce n'est pas le moment. Derrière lui, ma petite fille pleurait doucement, ses petites mains tendues vers moi. La porte s'est refermée. J'ai senti mes jambes se dérober. Le paquet est tombé de mes mains, roulé sur le perron. J'ai entendu des voix derrière la porte, un rire gêné, puis plus rien. Je suis restée là, immobile, humiliée devant ma propre chair, jusqu'à ce que la pluie commence à tomber, effaçant les couleurs vives du papier cadeau. Et ce soir-là, en rangeant mes clés sur la table de chevet, je me suis juré une chose. Je n'accepterai pas cette injustice en silence. Car il y a une vérité que mon fils et sa femme ont peut-être oubliée, mais que les papiers dans mon tiroir n'oublieront jamais. Et un jour prochain, ils devront l'entendre, devant tout le monde. Quelques semaines plus tard, une enveloppe officielle est arrivée par la poste. Elle portait le sceau d'un cabinet notarial. Mon cœur a battu plus vite. J'ai ouvert, fébrile, et j'ai lu ces mots. Convocation à une réunion de famille concernant la maison située au adresse. Je savais immédiatement que le moment était venu. J'ai mis ma robe sombre, celle que je portais aux grandes occasions, et j'ai lissé mes cheveux gris devant le miroir. Dans mon sac, j'ai glissé soigneusement mes clés, et surtout, les papiers que j'avais ressortis de mon tiroir. Contrat, facture et le document essentiel qui prouvait noir sur blanc ma participation à l'achat de la maison. Quand je suis arrivée au cabinet, toute la famille était déjà installée autour de la grande table de bois. Mon fils, ma belle-fille, leurs regards fermés. Même mes 2 petits-enfants étaient là, dessinant sur une feuille, sans comprendre ce qui se jouait. Le notaire a pris la parole, d'une voix neutre. « Nous sommes réunis pour clarifier certaines questions de propriété concernant la maison familiale. » Mon fils s'est redressé, sûr de lui. « La maison est à nous. Il n'y a pas de discussion. » Ma belle-fille a ajouté sèche. « Elle n'a rien à y voir. » Un silence pesant est tombé. Je les ai laissés parler, m'humilier encore devant un homme de loi. Mes mains tremblaient légèrement sous la table, mais mon regard, lui, ne flanchait pas. Alors, calmement, j'ai ouvert mon sac. J'ai sorti les feuilles une à une, les posant devant le notaire. Le froissement du papier a résonné comme un coup de tonnerre dans cette salle trop silencieuse. « Vous dites que je n'ai rien à voir avec cette maison ? Eh bien, regardons ensemble ces documents. » Le notaire a ajusté ses lunettes et a parcouru les lignes. Je voyais ses sourcils se hausser. Effectivement, Madame mon nom apparaît bien comme coacquéreur. Son apport a représenté plus de 40% du prix initial, et le contrat stipule clairement que le bien est en indivision. La mâchoire de mon fils s'est contractée. Ma belle-fille a pâli. Moi, j'ai continué, ma voix posée mais vibrante. Cette maison, je l'ai construite avec vous. Chaque mur porte un peu de mon effort. Chaque pierre raconte mon histoire. Et pourtant, vous m'avez humiliée sur le pas de ma propre porte. Vous m'avez interdit de voir mes petits-enfants, comme si j'étais une étrangère. Mes petits-enfants ont levé la tête, surpris d'entendre ma voix trembler ainsi. L'aîné a murmuré « Mamie ?» Alors, devant eux, devant ce notaire, devant ce silence qui écrasait tout, j'ai sorti mes clés. Je les ai posées sur la table, lentement. Le tintement métallique a résonné comme une cloche de vérité. Ces clés ne sont pas des souvenirs. Elles sont la preuve que j'ai ma place. Le notaire a confirmé d'un ton ferme. « Juridiquement, madame, mon nom est bien propriétaire en partie de ce bien. Vous ne pouvez pas lui interdire l'accès sans son accord. » Un long silence a suivi. Mon fils a baissé les yeux. Ma belle-fille serrait la main de son mari sous la table, furieuse, mais incapable de contester. Et moi, je les ai regardées, droites, dignes malgré la douleur, car ce jour-là,
ce n'était pas seulement une question de mur ou de terrain. C'était une question de respect, de mémoire, de justice. Je les ai laissés digérer la nouvelle, puis j'ai ajouté, doucement, mais avec une force que je ne me connaissais plus. Vous pouvez m'exclure de vos dîners. Vous pouvez ignorer mes appels. Mais vous n'effacerez pas ma présence dans cette maison, ni dans la vie de mes petits-enfants. Dans le silence tendu, j'ai vu mes petits-enfants se lever, timidement, et venir s'asseoir à côté de moi. Le plus jeune a pris ma main. À cet instant, j'ai su que la partie venait de basculer. Mais cette victoire juridique n'était que le début, car la véritable épreuve restait à venir. Reconstruire ou non les ponts brisés et décider jusqu'où je voulais aller dans cette guerre silencieuse. Après cette réunion chez le notaire, le silence s'est installé entre mon fils et moi comme une mer glacée. Plus de visites, plus d'appels. Seulement des regards fuyants quand nous nous croisions par hasard dans la rue du quartier. Pourtant, ce silence n'avait plus le même goût amer qu'avant. J'avais retrouvé ma dignité. J'avais rétabli une vérité que personne ne pouvait plus nier. Les semaines suivantes, j'ai reçu un courrier du cabinet confirmant officiellement ma part de propriété. Une reconnaissance froide, sur du papier blanc, mais qui pesait lourd dans mes mains. Je l'ai rangé soigneusement, sans fierté, juste avec ce sentiment étrange d'avoir remis les choses à leur place. Un dimanche matin, j'ai pris une décision. J'ai préparé un gâteau au chocolat, celui que mes petits-enfants adorent, et j'ai mis mes clés dans ma poche. Mes mains tremblaient un peu, mais mon cœur battait fort. Je ne voulais pas d'un affrontement. Je voulais seulement franchir la porte, entrer dans ce salon et retrouver le parfum de la vie de famille. J'ai marché jusqu'à la maison. Devant la grille, j'ai hésité quelques secondes. Puis, j'ai glissé la clé dans la serrure. Le déclic a résonné, puissant, irrévocable. J'ai ouvert, calmement, et je suis entrée. Mes petits-enfants ont accouru les premiers. Leurs bras se sont jetés autour de ma taille, leurs rires ont éclaté comme une pluie d'été. Ce simple contact m'a réchauffé jusqu'aux os. Ma belle-fille est apparue, le visage tendu. Elle allait protester, mais mon fils est arrivé derrière elle. Il m'a regardé longuement, sans un mot. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais pas vue depuis longtemps. Une lueur d'enfant perdue entre la colère et la honte. Alors, d'une voix grave, il a murmuré « Maman, je n'aurais jamais dû te parler ainsi. » Il s'est avancé, lentement, et a pris mes mains. Ce contact, après tant de mois glaciales, m'a fait chanceler. Ses doigts étaient raides, mais présents. Derrière lui, ma belle-fille gardait le silence. Je voyais dans ses yeux la résistance, mais aussi la résignation. Nous nous sommes assis, maladroits. Personne ne savait par où commencer. Alors, j'ai sorti le gâteau du sac et je l'ai posé sur la table. J'ai simplement dit « C'est dimanche, et les dimanches, chez nous, on partage toujours un gâteau. » Les enfants ont applaudi, brisant la tension. Le couteau a glissé dans le chocolat, les assiettes ont circulé. Et, petit à petit, les voix se sont mêlées. Les éclats de rire des enfants ont comblé les silences gênés des adultes. Je ne dirais pas que tout a été réparé ce jour-là. Non, la blessure restait ouverte, mais une fissure dans le mur de glace s'était formée, et par cette fissure passait un rayon de lumière. En rentrant chez moi ce soir-là, les clés toujours dans ma poche, j'ai repensé à tout le chemin parcouru, aux humiliations, aux portes fermées, aux larmes silencieuses, et à ce moment où, devant tous, j'avais posé mes preuves sur la table, refusant d'être effacée. La vie m'avait appris une chose. On peut me priver d'un sourire, d'une invitation, d'une place à table. Mais personne ne peut m'arracher ma vérité. Aujourd'hui encore, je marche plus droite. Pas parce que j'ai gagné une bataille d'héritage, mais parce que j'ai repris ma place, ma voix,
ma dignité. Et chaque fois que je glisse ces clés dans ma poche, je me rappelle cette phrase qu'il m'avait lancée. « Tu n'as rien à faire ici. » Je souris doucement, avec une force tranquille, et je me dis « Si, j'ai tout à faire ici. Je suis la racine.